Bien, bonjour, good afternoon. Hola. So the next session will be in English and also in French. So I think it's time to open it. This is the first symposium of the day, sponsored by Roche Company, and it's an honor for me to be here. So thank you for the invitation, and it's also an honor and a great pleasure to introduce Dr. Miguel Canales. Miguel Canales is professor of hematology. He has completed his training in the MD Anderson Cancer Center in Houston, Texas, and now he's working as a hematologist in the University Hospital of Pamplona in Spain. So he's an expert on lymphoma and also on stem cell transplantation and also on novel immunotherapies. He has published a lot of important work in important reviews, and he's principal investigator of numerous clinical trials. And his talk will be focused on immunoconjugates, in particular in lymphoma. So thank you to be here, and please, thank you. Okay, so thank you so much for the kind introduction, and thank you, the Moroccan Society of Hematology, for inviting me and Roche, and all of you for attending this interesting meeting on Saturday. So the focus of my talk is antibody-drug conjugates in oncohematology. That is the waiver for Roche, and these are my disclosures. So I would like to start talking about the current status of diffuse large B-cell lymphoma. As you well know, this is the most common type of non-Hodgkin lymphoma, accounting for 30% of all lymphomas. But it's important to remind that in developing countries, the proportion of patients with diffuse large B-cell lymphoma is almost 50%. The second important point is more than half of patients with large B-cell lymphoma are older than 65 years, and 30% of these patients are older than 75 years. So many of the intensive therapies in this population of patients, are not eligible for these therapies. The third point is, despite the growing understanding of biology of large B-cell lymphoma, most of patients are treated the same with the R-CHOP regimen. The R-CHOP regimen is the standard of treatment during the last 2 decades. But almost 40% of patients treated with R-CHOP either relapse or are primary refractory. 10% of these patients are primary refractory. So this is a population where we need to improve our results. In order to improve our results in relapsed and refractory patients with large B-cell lymphoma, we need a novel strategy, we need new therapies, and here you can see basically the 2 strategies to improve the result. The first one is the targeted therapy based on molecular biology or large B-cell, but it's more important the agnostic therapy based on targeting the B-cell markers on the cell surface. Here you can see the 7 new therapies approved by FDA and EMA in the last 5 years, and all of them, except selinexor, are targeting therapies against CD19 or CD79B. So it translates in the last version of the NCCN guidelines. As you can see, the
new recommendation in the second-line therapy for those patients who relapse before 1 year or are primary refractory. The first option for this patient are CAR T-cell therapy. But in the second line, in those patients who are not eligible for autologous stem cell transplantation, in addition to CAR T, the two main recommendations are tafasitamab plus lenalidomide. This recommendation is based on the L-MIND study. The L-MIND study includes a very selected population of patients with large B-cell lymphoma. And the second regimen is polatuzumab in combination with bendamustine and rituximab. So let me introduce Mr. G. Mr. G is a 68-year-old Ecuadorian male who complains of general malaise and enlarging neck mass. So a biopsy was performed in February 2015, and he was diagnosed with diffuse large B-cell lymphoma, non-germinal center subtype, stage 3. So the patient received R-CHOP regimen times 6, and he achieved a complete metabolic response. But approximately 1 year later, the patient relapsed. The patient refused autologous stem cell transplant, so we decided to include the patient in a clinical trial with pisantron. Pisantron is anthracycline with less cardiotoxicity than doxorubicin, and the patient completes 6 cycles of pisantron in combination with rituximab. At the end of this treatment, the patient achieved a new complete metabolic response. But in June 2017, a patient had a heart failure related to cardiotoxicity, and the left ventricular ejection fraction was, at that time, 32%. In September 2018, the patient has a new relapse. We proposed to include the patient in the selinexor trial, but the patient refused this trial, so we administered gemcitabine in combination with rituximab, but no response at all after 2 cycles. So we decided to intensify the treatment with the R-GDP regimen times 3. Unfortunately, a renal failure associated with cisplatin was observed in this patient, so we had to reduce the dose of cisplatin. At the end of the third courses, in the PET-CT, the patient had left cervical and supraclavicular lymph nodes, and additionally, he had involvement of mesenteric, common iliac, and inguinal bilateral. So now we have a 72-year-old male with a progressive disease and several comorbidities, mainly several dysfunction of ventricular or left ventricular, in addition to hypertension, dyslipidemia, and hypothyroidism. And now the question is if are there still any option for this patient? And I would like to make a question for you. So for voting, go please to menti.com and enter the code 213675556. So the options are, in this patient, tafasitamab plus lenalidomide. Number 2, selinexor, is a sportin inhibitor. Number 3 is R-GMOS. Number 4, polatuzumab plus bendamustine plus rituximab. Or number 5, CAR T-cell. So please vote. The page is menti.com, and the code is on the top. No, but it's, sorry. Okay, that's the option. Only 3 votes. Okay. In the meantime, we comment
the regimen tafasitamab plus lenalidomide is approved based on the L-MIND study, as previously mentioned, but in this study, the patients with diffuse large B-cell lymphoma are not refractory patients, and only half of these patients have received only one line of therapy. So in refractory patients, in my opinion, tafasitamab in combination with lenalidomide is not a good option. Okay, so come back. Okay, so let's move on to focus on now in antibody-drug conjugates. Probably the ADC is one of the more complex platforms for delivering cytotoxic drug into the cell. Here you can see the general structure of ADC, and here you can see the ideal condition for ADC. Regarding the antigen, should have high and homogeneous expression in tumors and low or not expression at all in other tissues. Regarding the antibody, should have high affinity and ability for tumor antigen. The linker is a very important molecule in the ADC because it decides how and when the cytotoxic drug is delivered, because the drug in the ADC is very effective and very low concentration, so it's very important not release the drug into the systemic circulation. And obviously, the drug is very important in the ADC structure, and basically we have two categories of drugs. The first one is DNA damaging agents, and the second category is antimicrotubule molecule. Here you can see different ADC with the target antigen, the level of expression in different types of Hodgkin lymphoma or non-Hodgkin lymphoma. And in bold you can see the ADC current approved for the treatment of different types of lymphoma. For example, loncastuximab is approved for the treatment of diffuse large B-cell lymphoma. Inotuzumab is approved for acute lymphoblastic leukemia. Mosunetuzumab is approved for the treatment of high-risk cell leukemia. Brentuximab is a well-known ADC in the treatment of Hodgkin lymphoma. And polatuzumab is recently approved for the first line and beyond in patients with large B-cell lymphoma. Regardless of type of ADC, the mechanism of action is quite similar in the different types of ADC. The first step is the antibody binds to the antigen, and then the antibody is internalized and degraded by lysosomes, and the drug is delivered into the cell, and depending on the drug, damage the DNA or inhibit the microtubule polymerization. But in vedotin-based ADC, for example, in brentuximab and polatuzumab, there is an additional mechanism of action that is important to the efficacy, but also important for the off-target toxicity. Because the drug may be delivered into the microenvironment, into the tumoral microenvironment by the cathepsin B. The cathepsin B may release the drug into the tumoral microenvironment, and then when the cell dead, the drug may diffuse into the other cells. So it's the bystander effect is important to explain the efficacy of this type of drugs. So now talking about the polatuzumab vedotin. Polatuzumab vedotin is an ADC, it's an antibody targeting CD79B. CD79 is a critical component of the B-cell receptor. Is bound to vedotin, and the cytotoxic drug is monomethyl auristatin E. It's an inhibitor of microtubule,
And several studies, several clinical studies have demonstrated an overall response rate around 50% in combination with rituximab. And now the recommended dose is 1.8 milligram per kilo. More importantly, polatuzumab is active in ABC and GCB, large B-cell lymphoma subtypes, and the level of expression of CD79B is not associated with tumor response. But it's important to consider this point because the expression of CD79 is expressed in different types of lymphoma, and more importantly, this expression is detected not only at diagnosis, but also the expression is maintained after relapse or progression of disease. And recently has been published this elegant study demonstrating the rationale for combining rituximab plus polatuzumab, because polatuzumab increased the level of expression of CD20, and this increase in the expression of CD20 is maintained, and here you can see after 14 days, you can see the level of expression of CD20 is higher. And the second point, the second important point is the increase of sensitivity of rituximab-induced complement-dependent cytotoxicity. From a clinical point of view, here you can see the polatuzumab development program. It's an extensive program. And here you can see the GO 29365 study design. This study has allowed the regulatory approval of polatuzumab vedotin in relapsed and refractory diffuse large B-cell lymphoma by EMA and by FDA. The result of the randomized phase 2 part of the study were published 2 years ago, and recently the result of the extension cohort enrolling 106 patients, all patients treated with Pola-BR has been recently published. In the randomized phase of this study, the patients were randomized to receive bendamustine in combination with rituximab at usual dose versus polatuzumab at dose of 1.8 milligram per kilo in combination with bendamustine and rituximab. Here you can see the clinical characteristic of this different cohort. So the median age in this study is almost 70 years, and 70% of these patients are older than 65 years. More importantly, the median prior therapies in this series is 2. 30% of patients approximately have received only 1 line of therapy, but almost 40% of these patients have received at least 3 lines of therapy prior to be treated with polatuzumab BR. 75% of these patients were refractory to last therapy, and more than 60% are primary refractory patients. So it's a very difficult to treat patients, so it's important taking into account the characteristics of this patient to analyze their results. Regarding the adverse events, the main adverse events are hematological. So neutropenia and thrombocytopenia are the more important adverse event, grade 3 or greater. But peripheral neuropathy was one of the main concerns at the beginning of use of polatuzumab, because monomethyl auristatin is similar to vincristine. So one of our concerns was peripheral neuropathy, but as you can see here, no patient developed peripheral neuropathy grade 3 or greater. But infection is probably now our main concern, so it's important in the management of polatuzumab-based regimen, taking into account some recommendation, because as previously mentioned, peripheral neuropathy is not a problem, because grade 3 is not seen in our patient, but the main adverse events are myelosuppression, and 16% of these patients have infection like pneumonia or upper respiratory infection. So it's important
when you use polatuzumab-based regimen, mainly in combination with bendamustine, make prophylaxis for pneumocystis and herpes virus. Regarding the efficacy, according to the principal endpoint of this study, here you can see the result in the randomized phase 2, the difference in overall response. This difference is statistically significant. 45% of the patients who received polatuzumab plus BR achieve an overall response. Most of these patients achieve a complete remission, and as previously mentioned, this difference is statistically significant. And these results have been confirmed in the extension cohort. So 40% of these patients approximately achieve an overall response. Most of these patients achieve a complete remission. In the last update, it's very interesting to analyze the result according to prior lines of therapy and refractoriness to the previous therapy. Obviously, the best result is in patients who receive Pola-BR as second line or in patients non-refractory. But in patients heavily pretreated with more than 3 lines of therapy, the complete remission rate is 40%. And also in the refractory population of patients, the complete remission is 40%. So it's very interesting to analyze this result in order to take clinical decisions. And it translates in better progression-free survival and overall survival compared with BR. So this difference in the randomized cohort is statistically significant, both in progression-free survival and overall survival, and these results are confirmed in the extension cohort. So in those patients who receive polatuzumab BR in the second line, the median progression-free survival is almost 1 year. The median overall survival in this population of patients is 1.5 years. But in non-primary refractory patients, the median overall survival with the combination of polatuzumab plus BR is almost 3 years. Obviously, these are patients included in a clinical trials, very selective patients, but we also had different evidence in the real world, in different programs in different countries, in Greece, in Israel, in UK, in Turkey, and Italy. And these different studies confirm the efficacy, at least in terms of overall response rate. The rate is around 50%, and the complete remission rate is around 30%. And now one of the main concerns with the use of bendamustine in patients with relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma is the use of bendamustine, because the use of bendamustine prior to CAR-T compromised the result of the CAR-T therapy. So we tried to use this regimen without bendamustine. And this is the analysis of the Italian study recently published, analyzed the difference in efficacy if we use polatuzumab in combination with rituximab without bendamustine. And as you can see, the overall response rate is 30%, and the complete remission rate is quite similar. So this is an alternative in those patients to avoid the use of bendamustine. And now we have several ongoing clinical trials with other combinations with polatuzumab. For instance, we have the Polarized trial in patients who are eligible for autologous stem cell transplantation. In this study, patients are randomized to receive RICE regimen versus polatuzumab in combination with RICE regimen. And the POLARGO study in patients with no eligible for stem cell transplantation, the patients were randomized to receive R-GMOS versus Pola-R-GMOS. And we have preliminary results in the POLARGO study about the toxicity, and the toxicity profile is quite similar between both arms. So let's go back to our patient. So the patient after the third line of therapy, we decided to include in the trial GO 29365,
and he was treated with polatuzumab in combination with rituximab plus bendamustine. The main toxicity was neutropenia, so the dose of bendamustine, we need to reduce the dose of bendamustine because of neutropenia, but peripheral neuropathy was grade 1, and the left ventricular ejection fraction was 35%. The patient received the 6 courses of treatment. At the end of the treatment, the patient achieved a new complete metabolic response, and the duration of the response was 2 years. Here you can see the PET-CT at the end of the 3rd line of therapy after 3 cycles of R-GDP, and this is the response after 6 cycles of polatuzumab BR. So it's a very effective regimen in patients heavily pretreated. So let's move on to the 1st line of therapy, and I would like to start with a case. It's in a 72-year-old patient with previously untreated with diffuse large B-cell lymphoma, non-germinal center subtype, stage 3, and IPI 3. What will be your recommendation? Regardless of financial constraints, and the page is the same, goes to menti.com, and the code is 2136-7556, and the options are number 1, R-CHOP, number 2, R-mini-CHOP, number 3, R-CHOP plus ibrutinib, number 4, EPOC plus rituximab, and number 5, Pola R-CHP. So please vote. Okay. Okay, very interesting, because most of people that are vote choose Pola R-CHP. R-mini-CHOP is an option in some patients. In our center, we use R-mini-CHOP in those patients older than 80 years. Okay, R-CHOP plus ibrutinib. I will comment. Okay, because R-CHOP plus ibrutinib, we have the result of the FELIX study in patients with the ABC subtype, and the problem with R-CHOP plus ibrutinib in older patients is basically the toxicity. So, and the result is not different to R-CHOP. Okay, so. So, as previously mentioned, the R-CHOP has been the standard regimen for the 1st line of therapy of diffuse large B-cell lymphoma in the last 2 decades. And here you can see more than 15 clinical trials trying to improve the result beyond R-CHOP. And different strategies have been attempted. For example, replacing the CD20 monoclonal antibody using obinutuzumab instead of rituximab in the Goya trial, intensify the treatment with EPOC instead of R-CHOP, including target therapies such as lenalidomide, bortezomib, or ibrutinib, and all different studies have not demonstrated any clinical benefit in the treatment of diffuse large B-cell lymphoma. So R-CHOP has been the standard of treatment. Recently, has been published the result of the Polaris study. The results were presented in the last ASH meeting, and at the same day where the results were published in the New England Journal of Medicine. The Polaris study is a well-designed clinical trial. It's a double-blind, randomized
trial, including previously untreated patients with diffuse large B-cell lymphoma with an IPI 2 to 5. Patients were randomized to receive R-CHOP, conventional R-CHOP, versus polatuzumab at the usual dose of 1.8 milligram per kilo in combination with R-CHP without vincristine. All patients received 6 cycles of therapy and 2 additional doses of rituximab. And the primary endpoint in the Polaris study was the PFS, the progression-free survival, assessed by the investigator. Here you can see the patient characteristics. Obviously, it's a randomized clinical trial, so both are well balanced. But it's important to remind some of the characteristics of this patient. 65% of these patients had an elevated LDH. The IPI 3 to 5, 62% of this patient have a higher risk disease. 30%, 35% of the patients have a ABC subtype of large B-cell lymphoma, and almost 40% of these patients have a double expressor lymphoma. Regarding toxicity, the toxicity profile is quite similar between R-CHOP and polar CHP. The peripheral neuropathy grade 3 is seen in less than 2% of patients, and the neutropenia is the main adverse event, around the grade 3, around 30%, and the febrile neutropenia is slightly more common with polar R-CHP. But basically, the toxicity profile is quite similar. Regarding the efficacy, the Polaris study is a positive study. The difference in progression-free survival at 2 years is statistically significant. The hazard rate is 0.735. So at 2 years, the progression-free survival was 76% with polar R-CHP versus 70% with R-CHOP. No difference was seen in overall survival, but among other endpoints, for example, the duration of response, the results are also better with polar R-CHP. Also, the complete remission rate is quite similar between both arms. In order to analyze the efficacy of this combination, it's very important to analyze the results in patients with higher risk disease. So here you can see the result of the specified subgroup analysis. For example, patient older than 60, patient with IPI 3 to 5, or patient with ABC subtype, the result of polar R-CHP seem to be superior to other population of patients. So in this point, I would like to comment the result in those patients with IPI 3 to 5, analyzing 2 studies. The first is the Polaris study, and the second study is the CALGB, which compare R-CHOP versus EPOCH-R. In the CALGB study, the proportion of patients with IP 3 to 5 is 36%. In the Polaris, as previously mentioned, the population of patients with IPI 3 to 5 is 62%, and patients treated with R-CHOP, EPOCH-R, or polar R-CHP with IP2, the results are quite similar, but if you see the result regarding the progression-free survival at 2 years in the patient with IPI 3 to 5, the results are superior with EPOCH-R and polar R-CHP. What is the main difference between polar R-CHP and EPOCH-R? Mainly the toxicity. The EPOCH-R is a very intensive therapy treatment, and the toxicity is very important, so that in this case, it's very difficult to recommend this regimen for all patients. The second group of patients are those patients with double expressor lymphoma,
And this result has been presented in the last IHA meeting, analyzing the impact of double expression on the result of the polar RCHP. And here you can see the population of patients treated with R-CHOP and double expressor, the results are clearly inferior. So, and no difference in patients with double expression and double expression if these patients are treated with polar RCHP. And recently has been published this meta-analysis in patients with the ABC subtype or large B-cell lymphoma. And in this meta-analysis, polar RCHP is compared with different combinations, the R-CHOP plus lenalidomide, ibrutinib, or bortezomib. And here you can see the result with polar RCHP in patients with the ABC subtype are clearly superior. So in these three groups of patients, the result of polar RCHP are really better than other combinations, including R-CHOP. And finally, it's important to consider that the no difference in overall survival probably is explained by many of these patients receive other efficacy alternative in the second line, for example, autologous stem cell transplantation or CAR-T. But the difference in progression-free survival avoids the need of stem cell transplantation or the need of CAR-T therapy, so the cost at the end of the day is better when we use a best regimen in the first line therapy. These are the data of the Polaris study, and here you can see the proportion of patients who receive stem cell transplantation or CAR-T is less in those patients who receive polar RCHP as the first line. So what are the key messages of the Polaris study? The Polaris study is a positive trial in patients with API 2-5, and the results in older, higher risk patients with API more than 3 and ABC subtype seem benefit the most with the combination of the polar RCHP. And the toxicity profile is quite similar to R-CHOP. So this study has modified the recommendation of the NCC guideline in their last version. In patients with stage 2 to 4, the two options in this patient are R-CHOP or polar RCHP according to the results of the Polaris study. So in conclusion, the introduction on immune therapies is changing the landscape in hematology, not only the ADC, but also the bispecific antibody, the CAR-T. So now the growing of immunotherapies is very important in large B-cell lymphoma. The ADC are promising tools with great potential because it's easy. The availability is of the cell, different with CAR-T, and offer improved target specificity, high response rate, and low toxicity. So the ongoing clinical trial will define the place of ADC, the place of bispecific antibodies, the place of CAR-T in the therapeutic algorithm for lymphoma. So thank you very much for your attention. That's my team in the Clinical Universidad de Navarra, that's my email address and my Twitter handle if you need further contact. I'm happy to take some questions. Thank you very much. So thank you very much for this presentation. Are there any questions in the audience? Please raise the hand. And so I have maybe a first question. In the relapse setting, how do you use Pola rather as fixed duration therapy or until progression? So in which population of patient? In relapse setting? In relapse setting, we use Pola BR during 6 cycles of treatment. Fixed duration? Fixed duration, yes. Okay.
Now is our first regimen in patients who are not eligible for transplant and not eligible for CAR-T. And in those patients that have potential, are potential candidates for CAR-T, we use polatuzumab in combination with rituximab without bendamustine. And also we are using polatuzumab plus rituximab as bridging therapy in the CAR-T. Okay, thank you. Any question? Yeah. S'il n'y a pas de questions, on passe à la deuxième partie de cette session. Okay. Okay. Thank you very much. Et donc, nous passons à la deuxième partie de cette session, qui sera animée par le docteur Lionel Carlin, qui connaît très bien le Maroc, ayant passé une partie de son enfance ici. Le docteur Lionel Carlin est un ancien assistant du service d'immunohématologie de l'hôpital Saint-Louis, Paris. Il est depuis 2010 praticien hospitalier d'hématologie à l'hôpital universitaire de Lyon. Ses principaux domaines de recherche tournent autour du myélome multiple et des gamma-apathies monoclonales, et il est impliqué dans les essais de l'IFM. Merci, docteur Lionel Carlin. Merci beaucoup, merci à tous. Merci à la Société marocaine d'hématologie, au laboratoire Janssen d'avoir proposé cette invitation. Effectivement, il y a beaucoup de souvenirs qui reviennent, des bons souvenirs. Donc, je suis très heureux d'être ici. Et puis, je suis d'autant plus heureux que c'est pour parler d'un sujet qui je trouvais très enthousiasmant, qui sont ces nouvelles immunothérapies dans le myélome qui sont vraiment en train de commencer à changer la manière dont on voit les choses. Je vous montrerai par ces deux présentations, à la fois les présentations sur les bispécifiques et sur les CAR-T-cells. Voilà, je vais commencer. J'ai pas mis de slide de diapo d'intérêt, donc je vais le dire à l'oral. Donc je parle donc je vais citer les laboratoires dont je parle des drogues en développement. Donc laboratoire Janssen, Celgene BMS, Pfizer, donc avec lesquels je reçois des honoraires pour des travaux, présentations scientifiques, des participations à des boards, également des financements pour les participations aux congrès nationaux et internationaux. Voilà, ça montre aussi la collaboration étroite qu'on a dans le cadre notamment de notre activité de recherche clinique avec ce laboratoire. Je crois que c'est une collaboration qui est également importante et je pense essentielle. Voilà, donc je rentre dans les vues du sujet. On commence avec... Vous m'entendez bien là? Le micro, c'est OK? Ouais. Donc on entre dans le vif du sujet avec les anticorps bispécifiques. Alors les anticorps bispécifiques, en fait, ça fait pas mal d'années qu'on en parle en oncologie, en hématologie. Donc l'idée, c'est d'avoir un anticorps qui cible deux antigènes. Alors soit ces deux antigènes tumoraux, ça s'était un peu utilisé en oncologie pour essayer d'améliorer l'efficacité, pour avoir plus de chances de cibler les cellules tumorales, et puis à la fois pour éliminer les effets hors cible, pour être sûr qu'on soit vraiment au maximum sur la cellule tumorale. Et puis surtout, les anticorps bispécifiques dont on va parler aujourd'hui, c'est ceux qui ciblent un antigène tumoral et puis un marqueur sur une cellule du système immunitaire. Donc c'est ce qu'on appelle les T-cell engagers, donc les thérapies qui engagent les cellules T. Pour les anticorps bispécifiques, ce dont on va parler, c'est de l'immunothérapie active. Finalement, on va compter sur le lymphocyte T pour aller combattre lui-même la cellule tumorale. Et donc j'aime bien mettre cette diapositive d'introduction parce que c'est pour montrer que c'est vraiment de l'ingénierie en fait. Voilà un peu, on essaie de jouer sur la structure de ces anticorps bispécifiques où on fabrique deux anticorps en un finalement. Alors sur la partie droite, vous avez des anticorps bispécifiques qui sont sans fragment FC. Donc là, il n'y a pas véritablement la structure de l'immunoglobuline, il y a juste les domaines de reconnaissance. Et les premiers qui ont été utilisés en hématologie, ce sont les BiTEs. Donc là, c'était Amgen qui développait ça, et notamment avec le blinatumomab, utilisé dans certaines
forme de LAL, donc anticorps bispécifiques CD19, CD3. Donc l'idée là, c'est d'avoir deux chaînes d'immunoglobulines qui sont reliées entre elles par ce petit lien qu'on voit là, ce lien très élastique, très souple, qui permet de jouer sur cette conformation et de pouvoir s'accrocher d'une part sur la cellule du système immunitaire, le lymphocyte T, et d'autre part sur la cellule tumorale, et donc de les mettre en contact et de pouvoir directement activer le lymphocyte contre la cellule tumorale. Alors le problème de ces BATs, que vous connaissez probablement, ces agents en fait ils sont très instables. Il n'y a pas une durée de vie qui est très longue. Alors ça pénètre bien dans les tissus, mais ça nécessite des perfusions continues. Donc c'est vraiment le problème. Et du coup là-dessus est arrivé une autre structure, donc ce qu'on appelle les duobodies. Donc là c'est vraiment on est sur une immunoglobuline, hein. On a la structure avec le fragment de reconnaissance, le FAB, et puis le fragment FC, donc qui véhicule les propriétés de l'anticorps. Donc c'est ce que vous avez sur la gauche. Et là, on a vraiment nos deux anticorps en un. Et l'avantage, c'est que vous avez une durée de vie beaucoup plus longue. Donc c'est des traitements qu'on peut administrer de manière hebdomadaire, voire toutes les 2 semaines ou tous les mois, alors qui pénètrent un peu moins bien dans les tissus, mais finalement pour les tumeurs hématologiques, c'est pas ça qui nous gêne le plus. Et donc c'est de cela dont on va parler en particulier dans le myélome. Voilà, ça c'est sur la structure, et sur la cible, c'est important d'en parler. La cible tumorale, la première cible tumorale de ces nouvelles immunothérapies dans le myélome, ça a été le BCMA. Alors le BCMA, donc l'antigène de maturation des cellules B, c'est en réalité un marqueur qu'on connaît depuis longtemps, hein, depuis 20 ou 30 ans, qui a deux grands avantages finalement. Le premier avantage, c'est qu'il est quasiment constamment exprimé dans les plasmocytes, notamment les plasmocytes myélomateux, parce que vous avez vu qu'il est important en fait pour la survie et la prolifération du plasmocyte. Donc en fait, il fait partie de la famille des récepteurs au TNF. Il est sous la dépendance des ligands BAF, April, et vous voyez, hein, qui contrôle la survie et la prolifération de la cellule. Donc important pour les plasmocytes, et surtout, il est rarement perdu. Ça, on en parlera un petit peu par la suite. Voilà. Et puis l'autre avantage qu'il a, c'est qu'il est assez électif, hein, finalement à la lignée lymphocytaire B, à la lignée plasmocytaire. On le trouve assez peu dans les autres cellules de l'organisme, ce qui évidemment limite la toxicité en limitant les effets dits hors cible. Voilà, donc là on entre dans le vif du sujet, des duobodies anti-CD3, anti-BCMA, et donc le premier dont on parle, parce que c'est celui qui a le développement le plus avancé, c'est le teclistamab. Donc le teclistamab, il est développé par le laboratoire Janssen, et vous voyez, hein, c'est vraiment le médicament type duobody, 2 anticorps en un, une partie de l'anticorps, du domaine de reconnaissance qui reconnaît le BCMA sur le plasmocyte tumoral, l'autre partie qui reconnaît le CD3 sur le lymphocyte T, mise en contact des 2 cellules, et vous allez activer la cellule T, activer notamment sa cytotoxicité avec les perfluorines, les granzymes dont on a pas mal entendu parler ce matin. Voilà, donc une immunothérapie active qui nécessite aussi que le lymphocyte, ça on pourra en parler aussi, soit capable d'être activé. Alors, voici les données qu'on a. Alors, je présente cette slide pour une raison principalement, c'est que dans l'étude Princeps, donc l'essai Majestic 1, qui était une étude de phase 1-2, qui a maintenant été publiée, où il y a beaucoup de patients, hein, oui, il y a plus d'une centaine de patients. C'est des patients très lourdement traités, c'est-à-dire très avancés. Alors, quand on dit patients qui ont reçu 5, 6, voire 10 lignes, c'est finalement pas forcément les patients les plus graves, parce que ça veut dire que leur maladie leur a laissé le temps finalement d'avoir 5, 6 ou 7 lignes. Mais ça reste quand même des maladies très avancées, où les patients ont vu la plupart des thérapies disponibles, en l'occurrence ici les inhibiteurs du protéasome, les immunomodulateurs, les anti-CD38, et beaucoup sont réfractaires. Alors, il y en a beaucoup sont triple réfractaires, voire quadri ou pentaréfractaires, et la plupart sont réfractaires à la dernière ligne. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le taux de réponse de cette classe thérapeutique, en particulier ici du teclistamab, parce que jusqu'à maintenant, chez tous ces patients, que ce soit avec le pomalidomide, avec le daratumab, hein, qui ont évidemment des bons médicaments, mais dans ces situations-là, on n'avait jamais véritablement dépassé les 30-35% de réponse objective. Et là, vous voyez, et ça sera
c'est encore plus spectaculaire avec les carticelles. Vous voyez qu'on arrive ici à un taux de réponse qu'on n'avait jamais vu chez cette population-là. On est à un peu plus de 60% de réponse globale. Et ce qui est intéressant quand on regarde un petit peu les sous-catégories de réponse, c'est que les patients qui répondent, la plupart répondent très bien. Hein. Vous voyez qu'on a la plupart qui sont en fait mieux qu'une très bonne réponse partielle. Et ça, on le voit en pratique. On voit très vite des gens qui arrivent avec 30-40 grammes d'épic ou alors des chaînes légères très élevées qui, au bout d'un cycle, ceux qui répondent bien sûr, baissent très vite leur immunoglobuline, baissent très vite leur chaîne légère et obtiennent souvent des réponses très profondes au bout de quelques cycles. Hein. C'est vraiment assez rapide. Hein. Parfois, c'est après 2-3 mois, vous avez l'immunoglobuline monoclonale ou la chaîne légère qui disparaît. Et parmi ces patients-là, vous en avez même en fait, qui sont en réponse complète et qui ont, quand on regarde, une maladie résiduelle indétectable. Donc ça marche vraiment très bien et très vite. Du coup, les courbes du survie, alors bon, il n'y a pas de guérison, il n'y en a pas non plus pour l'instant avec les carticelles, mais on a quand même des survies sans progression qui sont pas inintéressantes, surtout quand vous regardez les patients qui répondent. Donc la survie sans progression médiane, elle est de 11 mois, mais là, c'est intéressant de regarder le schéma de droite, puisque vous voyez que les patients qui répondent bien, et finalement c'est une grande partie d'entre eux, ont là une survie qui est plutôt intéressante. Et c'est vrai qu'en pratique, maintenant ça fait... nous, on a eu la chance de pouvoir participer à cet essai-là et on a des patients qui sont à 2 ans, 2 ans et demi, qui continuent encore leur traitement, qui maintiennent une très bonne réponse. Donc on a quand même, chez les patients qui répondent bien, une survie sans progression qui est intéressante. Alors la toxicité, finalement, elle est relativement attendue, un peu comme pour les carticelles, c'est-à-dire que vous activez le système immunitaire, vous déclenchez une sorte de réaction inflammatoire, et donc on va rentrer là dans la situation du syndrome de relargage de cytokines, hein, celui qu'on voit dans les carti-lymphomes, qu'on connaissait déjà avec les carti-lymphomes, mais qui est beaucoup plus modéré. Hein, c'est vraiment le plus souvent, finalement, c'est de la fièvre isolée. En fait, les patients rentrent en hospitalisation, ils ont leur première injection. Alors, ce qu'on fait pour éviter qu'il y ait un syndrome de relargage cytokinique trop important, c'est que les doses sont fractionnées. En fait, il y a une escalade de doses qui se fait sur à peu près une dizaine de jours. C'est-à-dire que la première dose est très faible, la deuxième dose est un peu plus grande, et on arrive à la dose optimale seulement à partir de la troisième injection. Et ça permet de mitiger, comme on dit, limiter ce CRS. Et la plupart du temps, ça se manifeste sous la forme d'une fièvre isolée. Hein. Il n'y a pas véritablement ou rarement d'atteinte d'organes. C'est rare de voir une hypotension. C'est rare de voir un besoin en oxygène. Ça peut arriver sur des maladies très tumorales, en tout cas. Sur les patients des essais, qui sont, c'est vrai, des patients un peu plus sélectionnés, souvent qui arrivent plus avec la rechute biologique que la rechute explosive, parce que sinon on n'a pas le temps véritablement de les inclure dans l'essai, ceux-là font vraiment des réactions. Alors c'est souvent après la deuxième ou la troisième injection, de la fièvre qui peut persister de 2 à 3 jours, qui est souvent assez vite résolutive, d'autant plus que chez ces patients, quand on voit que la fièvre est un peu traînante, on a l'habitude d'utiliser le tocilizumab, donc l'anti-L6, comme on fait pour les CAR-T. Donc cette première phase, finalement, se gère quand même de manière hospitalière, soit sur une hospitalisation de 8-10 jours, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, soit sur... peu ambulatoire, mais il faut surveiller le patient 2 jours après le reprendre. Donc ça demande quand même une organisation, mais ça passe relativement bien. Et ça passe aussi relativement bien chez des patients âgés, même après 75-80 ans. Si l'état général est pas mal, c'est des médicaments finalement qu'on peut administrer. Voilà, ça c'est à la phase aiguë. Les événements neurologiques, ce qu'on appelle les ICANS, alors je connais jamais là, ce que signifie cette abréviation, mais bon, les effets neurologiques médiés par ces thérapies qui engagent les cellules T sont vraiment rares. Hein. On n'en voit pas souvent. Moi, j'ai dû en voir un ou deux. On a dû en voir un ou deux chez les patients traités par bispécifiques, beaucoup plus rares que dans les CAR-T, notamment les CAR-T lymphomes. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on a à la phase aiguë. On a quelques cytopénies qui se voient notamment chez les patients qui ont une infiltration médulaire. Donc les patients, c'est vrai, plus évolutifs, maladies plus agressives, grosse infiltration médulaire, qui arrivent déjà avec un taux de plaquettes un petit peu bas. Ceux-là, parfois, il faut les transfuser une fois en plaquettes. On voit un petit peu de neutropénie, notamment durant les premiers cycles. Souvent, ça récupère derrière. Et souvent aussi, c'est assez sensible au GCSF.
Voilà. Et puis j'ai mis, mais ça on pourra en parler aussi un petit peu plus tard, l'hypogammaglobulinémie. Donc ça c'est vraiment important, c'est finalement l'effet, la toxicité un peu plus cumulative, un petit peu plus tardive, qui à mon avis qui va être la plus importante à gérer chez ces patients, parce que vous induisez un vrai déficit immunitaire à la fois humoral et puis on verra cellulaire. Voilà, ça c'est pour citer donc les autres bispécifiques anti-CD3, anti-BCMA en développement. Je ne les ai pas mis tous. J'ai mis le deuxième qui est le plus avancé après le teclistamab, c'est celui de Pfizer qui s'appelle l'elranatamab. Et pourquoi je mets ça? Parce qu'on a des résultats assez similaires. C'est la même structure, c'est le même fonctionnement. C'est à peu près les mêmes profils ici de patients très pré-traités et c'est le même profil d'efficacité. Vous voyez le taux de réponse, le survie en progression et manifestement à peu près les mêmes profils de toxicité notamment. Donc voilà cette toxicité, c'est cette problématique infectieuse qui est probablement la plus importante. Et ça, on a commencé à se rendre compte. Alors ça n'a pas été évident finalement parce que le report des événements indésirables finalement dans les essais cliniques est quelque chose d'assez difficile parce qu'on nous demande un peu de mettre les événements indésirables dans des cases. On dit le grade, on dit si c'est relié ou pas relié. Et puis le danger, c'est que finalement on va reporter là une infection urinaire, là une pneumopathie, une autre infection. Et puis on ne va pas se rendre compte que finalement on a quand même forcément beaucoup de patients qui ont des infections sérieuses, voire sévères. Et quand on a commencé à avoir un peu plus de résultats sur tous ces patients à un peu plus long terme, on s'aperçoit que quand même ces infections, elles sont assez fréquentes. Vous voyez qu'il y a les 3/4 des patients qui s'infectent et il y en a plus de la moitié ou quasiment la moitié qui sont gradés de 3 ou 4, c'est-à-dire qu'ils ont été hospitalisés, qu'ils ont reçu une antibiothérapie ou un traitement anti-infectieux par voie veineuse. Donc ça faisait quand même pas mal. Et quand on regarde le type d'infection, on voit là des choses qui sont pas inhabituelles, enfin pas habituelles dans le myélome. On voit qu'on a un patient qui fait une LEMP. Bon, ça c'est quand même un gros déficit cellulaire. C'est pas le profil du myélome, plus sur le profil déficit humoral. On voit qu'on a des infections virales aussi dont on n'a pas forcément l'habitude d'entendre parler, des adénovirus. Et donc ça, on a appris finalement avec le temps à avoir ce profil d'infection et du coup à les gérer et surtout pas forcément les prévenir parce qu'on ne peut pas forcément prévenir tous les virus, mais savoir mettre les moyens pour les rechercher quand il se passe quelque chose. Et donc là, on a ce déficit immunitaire combiné à la fois humoral, c'est ça l'électrophorèse que je vous ai mis là. C'est vraiment typique. Alors c'était peut-être un patient qui avait un pic juste avant. Le pic disparaît très vite, mais derrière, vous n'avez plus rien. C'est à peine 1 ou 2 grammes de gamma-globuline. Ça aussi, on n'était pas habitué à voir. On a tous des patients sous immunomodulateurs, ceux qui répondent très bien, par exemple après l'autogreffe, souvent ils récupèrent leur gamma-globuline polyclonale. Et là, c'était vraiment pas le cas. Ils gardent cette hypogammaglobulinémie très très profonde. Et il y a aussi ce déficit immunitaire cellulaire. Alors nous, on s'en est rendu compte. Moi, j'avais chez ces patients-là, je ne m'étais pas douté, je n'avais pas forcément chez tout le monde au début mis du Bactrim, par exemple, et on a commencé à voir des patients qui faisaient des pneumocystoses. C'était pas seulement la PCR qui était positive, on trouvait des kystes, donc ça aussi, c'est pas très habituel dans le myélome. Donc il y a ce déficit cellulaire. Alors comment on l'explique? Pas forcément très évident. Il est possible qu'on active justement les lymphocytes T régulateurs contre les lymphocytes TCD4 et peut-être par là on induit ce déficit immunitaire cellulaire. En tout cas, quand on voit le profil d'infection qu'on peut avoir, des adénovirus, il y a eu quelques cas de parvovirus, d'autoxo, faut faire vraiment attention. Donc évidemment, faut faire des bonnes prophylaxies. C'est la même chose avec l'elranatamab, donc le médicament de Pfizer. Vous voyez qu'il y a plus de la moitié aussi des patients qui font des infections. Qu'est-ce qu'on peut remarquer là? Les pneumocystoses. Ce qu'on remarque là aussi, c'est les Covid graves. Ça aussi, on l'a vu, c'était des patients qui, même après l'arrivée de la vaccination, donc déjà avaient une très mauvaise réponse vaccinale, même aux vaccinations répétées, et faisaient des Covid sévères. C'était au moment de l'Omicron où on a vu les patients faire des infections moins sévères, ceux-là faisaient toujours des pneumonies graves, se retrouvaient en réanimation et même parfois réactivaient des Covid, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à en guérir. Voilà.
illustration aussi de ce déficit immunitaire. Et ça, ça a été après publié. Enfin, on commence à avoir des collectes de données. Là, par exemple, c'est une étude sur des centres américains qui avait repris une 60aine de patients traités soit par CAR-T et soit par anti-BCMA. Et je l'ai mis là aussi parce que vous voyez qu'il y a une différence en fait entre les patients qui reçoivent un CAR-T et les patients qui reçoivent un bispécifique. Finalement, l'après CAR-T dans le myélome, on verra tout à l'heure, il se passe assez bien, il y a assez peu d'infections. C'est pas la même chose avec les bispécifiques où là, il y a quand même un taux d'infection et une infection sévère plus important. Donc du coup, c'est vrai que beaucoup de patients reçoivent des immunoglobulines polyvalentes après. Alors c'est pas forcément, nous on les met pas forcément systématiquement, mais on est obligé de les mettre après 5-6 mois, soit parce que sur cette hypogammaglobulinémie profonde, le patient a fait une infection sévère, soit parce qu'il fait des infections répétées, pas forcément sévères, mais pour des sinusites qui traînent, des rhinobronchites à répétition. Voilà, je vous ai mis un exemple d'une de nos patientes pour illustrer un petit peu ça, qui avait un peu plus de 70 ans, un myélome IgA qui avait vraiment reçu beaucoup de choses. Cette ligne, vous voyez, c'est pas mal. Donc on arrivait à chaque fois à avoir une petite réponse, mais quand même, avec toutes les familles, elle avait eu des anti-BCMA, conjugués avec le belantamab, et donc elle a été inclue dans cet essai. Et aujourd'hui, elle est en rémission après un peu plus de 2 ans et demi maintenant. Je vous ai mis son profil de réponse parce que je vous ai dit que ça répondait très vite. Pas chez tous les patients, parfois on a des réponses un petit peu différées. Dans l'étude Princeps, le délai médian de réponse elle est jusqu'à 3 mois. Et là, elle a pendant les premiers cycles un peu monté son pic, et puis on a vu la descente, on n'a pas voulu la sortir de l'essai, on a voulu s'obstiner un petit peu, et finalement on a bien fait, parce qu'après le pic est descendu. Donc souvent, ça descend tout de suite, mais chez quelques patients, il faut peut-être attendre que les lymphocytes s'activent. Et puis cette patiente-là, alors ça c'est... Bon, j'en suis pas forcément très fier, mais pendant 1 an, elle s'est plainte de diarrhée, et puis on a essayé de faire tous les prélèvements qu'on pouvait. J'étais un peu tourné autour, elle avait perdu plus de 10 kilos, les coloscopies, on ne trouvait rien. Puis finalement, un jour, il y a une PCR Jardias qui est revenue positive. Le laboratoire hospitalier avait fait cette PCR. Bon, c'est vraiment les infections qu'on voit chez les déficits immunitaires. Comme un variable, par exemple, les grands déficits en IgA, ce pas des choses qu'on est très habitué à voir chez les myélomes. Bon, la diarrhée s'est arrêtée au bout de 10 jours de flagile. Bon, voilà, j'étais pas très fier de moi, mais mieux vaut tard que jamais. Mais c'est pour montrer ce déficit immunitaire, et c'est donc ce profil d'infection un peu inhabituel. Voilà, ça c'est pour les bispécifiques anti-BCMA. Et puis, il y a d'autres cibles maintenant qui sont développées pour ces anticorps. Alors pourquoi d'autres cibles? Parce que vous voyez que ces patients, à un moment, rechutent, et que derrière, il va falloir savoir si on peut les rattraper. Alors c'est pas certain parce que on n'est pas sûr. Alors ça va être, j'en parle un petit peu à la fin, les mécanismes d'échappement à ces traitements, on connaît encore pas bien. Il est possible qu'à un moment, les lymphocytes s'épuisent et qu'ils ne puissent plus être activés. Donc est-ce que le fait de trouver d'autres cibles pourra rattraper ces patients? Ça encore, on ne sait pas bien, mais d'autres cibles sont développées, donc tout va vraiment assez vite. Et parmi ces autres cibles, donc il y a un marqueur, un marqueur de surface, oui, qui s'appelle le GPRC5D, alors on ne sait pas bien à quoi elle sert. C'est une grosse protéine transmembranaire, la partie des maladies des protéines G, qui est exprimée donc dans quasi 100% des plasmocytes tumoraux, et également, et ça fait la particularité de la toxicité, au niveau des cellules des follicules pileux et des tissus kératinisés au niveau des ongles. Voilà. Et on a eu aussi la chance de pouvoir l'utiliser dans le cadre d'essais, ce médicament. C'est intéressant aussi parce que là c'est pour la plupart des patients qui sont naïfs d'autres anticorps bispécifiques, mais ça marche également très bien. Vous voyez le taux de réponse qui est aussi très intéressant, près de 70%, avec là aussi des très bonnes réponses. Le profil de toxicité est un peu différent. Alors là, c'est plus dans la phase aiguë que c'est difficile, à cause justement de ces effets un peu hors cible. Alors il y a quelques éruptions cutanées, mais celles-là qui ne sont pas trop embêtantes, même si parfois ils ont un peu l'apoxyte colle au niveau des lèvres ou des doigts. Ils ont les ongles qui sont complètement cassants, ça qui reste pendant plusieurs mois. Bon, ça c'est plus une gêne esthétique. Et surtout, ils ont des troubles du goût. Ça c'est un petit peu embêtant parce que vraiment, au bout d'1 ou 2 injections, ils sentent plus
plus ce qu'ils mangent. Et chez les patients un peu fragiles, ils s'arrêtent de manger, ils perdent de poids. Donc là, il y a un peu un cap à passer qui peut être un petit peu difficile. Mais derrière, souvent, ils récupèrent de ces effets. Et après, il n'y a pas véritablement de toxicité cumulative. Et ce qui est intéressant avec cette protéine-là, qui est probablement moins exprimée dans la lignée lymphocytaire ou sur les plasmocytes normaux, on n'a pas cette hypogammaglobulinémie aussi profonde. Là, les patients gardent un taux de gamma-globuline à 4-5 grammes et il n'y a pas ce problème d'infection comme avec le teclistamab ou l'elranatamab. Voilà, c'est ce que j'ai mis là en résumé. Voilà, et puis il y a encore d'autres cibles qui sont actuellement en voie de développement. Il y a le cevostamab qui, lui, est développé par le laboratoire Roche, qui est un anti-FcRH5. Alors FcRH5, c'est pareil, on ne sait pas bien à quoi ça sert, mais c'est aussi un marqueur assez préférentiellement exprimé sur les plasmocytes, avec des résultats qui restent un peu dans le même ordre d'idées. Vous voyez, à peu près 60% de réponses, avec des réponses qui ne sont pas mauvaises, y compris chez des patients qui avaient reçu un anti-BCMA antérieur. Voilà, j'en ai bientôt fini. J'espère que ça va, je ne dépasse pas trop. Non, on est dans les temps. Bon, ça, c'est les essais qui sont en cours. Moi, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, tout va assez vite et ça c'est l'histoire naturelle finalement des nouveaux médicaments du myélome. On les utilise quand ils sont bons, on les utilise d'abord dans des situations très avancées et puis au fur et à mesure ils s'avancent dans les lignes thérapeutiques et là c'est ce qui se passe finalement avec ces nouveaux médicaments. Ils commencent à être avancés au niveau des lignes antérieures et il y a déjà des essais randomisés de première ou deuxième rechute. Je vous ai mis des exemples, il y a l'essai Majestec 3, mais il y a aussi l'équivalent de cet essai avec l'elranatamab où à partir de la première rechute, c'est notamment intéressant chez des gens qui seraient réfractaires au linalidomide, on compare ces médicaments et on les utilise en association. On utilise là l'association de teclistamab, daratumumab par rapport à une chimiothérapie standard de rechute comme darapomadex ou daratumumab velcade-dex. Et puis, alors ça c'est plus un pari aussi, ils arrivent même là dans des essais de première ligne. Donc là c'est Janssen qui fait ce pari-là avec ce teclistamab. Je crois que c'est un vrai challenge, c'est l'essai Majestec 7 que vous voyez en bas. Je pense que c'est un vrai challenge parce qu'on arrive là chez une population âgée, donc on compare le standard dans cette population, donc l'association daratumumab lenalidomide qui donne vraiment des très beaux résultats. On a vu l'actualisation récente là, des courbes de survie chez ces gens très âgés qui avec ce schéma-là ont quand même une survie sans progression de un peu plus de 60 mois, donc ça fait quand même 5 ans. Et donc là, l'idée c'est de comparer, de rajouter le teclistamab, donc un vrai challenge parce qu'on a quand même un bras comparateur qui est performant et aussi le risque c'est d'apporter la toxicité. Puisque vous voyez, on risque d'induire une hypogammaglobulinémie profonde. Alors, ça sera peut-être pas la même chose en première ligne qu'en situation avancée, mais je crois que c'est vraiment une question qu'il va falloir se poser. Donc, il y a pour l'instant, il y a un safety run là qui est en cours d'analyse. Là, la phase 3 n'a pas encore débuté, mais voilà en tout cas les essais qui sont projetés avec ces nouveaux médicaments. Et puis, pour finir sur cette partie, je finis avec donc la compréhension des mécanismes de résistance. Je crois que c'est vraiment important pour savoir pourquoi il y a des patients qui répondent, pourquoi il y a des patients qui ne répondent pas, et comment on va pouvoir éventuellement identifier ou dépasser ensuite ces mécanismes de résistance. Donc ces mécanismes de résistance pour ces nouvelles immunothérapies, ils sont de deux types, et puis je les montrerai aussi pour les CAR-T. D'ailleurs, il y a ceux qui sont dépendants de la cible, donc dépendants ici du BCMA. Alors, un premier mécanisme peut être la perte du BCMA. Il y a quelques cas de délétion biallélique qui ont été rapportés chez ces patients-là, mais ça reste relativement rare. Peut-être que c'est rare parce que, comme je vous l'ai montré en préambule, le plasmocyte a besoin en fait du BCMA pour sa survie, sa prolifération. Donc, ce n'est pas finalement quelque chose qu'on voit très souvent, mais évidemment, chez un patient qui a perdu son BCMA, ça sera inutile a priori derrière de revenir avec une autre thérapie anti-BCMA. Alors,
perte de BCMA, c'est possible. Alors, des mutations de BCMA, notamment au niveau du site de fixation de l'anticorps bispécifique, ça, éventuellement, ça peut se voir. Difficile encore de donner la proportion, mais probablement, il y a également ces cas-là. Donc là aussi, hein, on voit qu'il faut changer de signe. Qu'est-ce qui peut se passer aussi, hein, c'est ce phénomène de shading, en fait, de clivage, de perte du BCMA qui va être clivé par une enzyme qu'on appelle la gamma-sécrétase, et du coup, le BCMA va passer dans la circulation, on va se retrouver avec du BCMA soluble. Donc là, à la fois, on perd la cible à la surface du plasmocyte, et à la fois, tout votre anti-BCMA va être en fait fixé sur le BCMA soluble. Donc on comprend que là, ça va servir à rien. Donc là, il y a des perspectives qui se mettent en place où on associerait à ces traitements un inhibiteur de cette enzyme, un inhibiteur de cette gamma-sécrétase. Voilà, et puis, alors c'est peut-être finalement les mécanismes les plus importants, c'est ceux qui sont indépendants de la cible et qui sont liés directement aux lymphocytes T. Hein, et finalement, là, on refait un peu le lien avec ce dont on a entendu parler ce matin et tous ces phénomènes de résistance et d'exhaustion des lymphocytes et d'environnement immunosuppressif. Alors effectivement, hein, on est en train de montrer qu'entre les patients qui répondent et ceux qui ne répondent pas, il y a probablement une part en fait, d'explication qui est liée au phénotype même de ces lymphocytes, avec un profil phénotypique un petit peu différent entre ces patients, et notamment chez les patients qui répondent pas, davantage de marqueurs d'exhaustion, que ce soit PD1, LAC3, TIGIT, etc. Comment on pourra faire pour contourner ces mécanismes de résistance? Probablement se dire, d'avancer finalement ces traitements dans les lignes thérapeutiques, puisqu'on peut penser que plus on l'utilise précocement et plus le système immunitaire sera performant et plus on aura des lymphocytes robustes capables de réagir. Alors pourquoi pas les associer avec les inhibiteurs de checkpoint, des anti-PD1, anti-PDL1, anti-TIGIT, hein, je crois que ça commence à se faire dans certains essais cliniques. Et puis il y a tout aussi le rôle du micro-environnement, ça aussi on en a parlé ce matin, de cet environnement immunosuppressif, et notamment probablement le rôle des lymphocytes T régulateurs, hein, qui vont aller là possiblement inhiber cette activation des lymphocytes T, notamment des lymphocytes T CD8. Donc on sait que ces lymphocytes T régulateurs expriment le CD38, donc il commence à y avoir des études en association où on fait un anti-CD38 plus un anticorps monoclonal bispécifique. Voilà, j'en ai terminé sur cette première partie. Donc vraiment, pour un mot de conclusion, c'est une nouvelle famille thérapeutique qui manifestement fonctionne, marche. Ça, on a eu la chance de le voir, avec de nouvelles toxicités qui apparaissent et beaucoup de questions, en fait, du coup, un peu plus à terme sur la stratégie. C'est-à-dire ils sont tellement efficaces qu'on a envie de les utiliser de manière plus précoce et peut-être chez des mauvais répondeurs de première ligne ou des maladies de plus mauvais pronostic. Mais je crois qu'il faudra faire attention à ce problème de toxicité et vraiment réfléchir à la manière dont on les utilise, pas forcément faire des durées trop longues, mais peut-être des durées fixes. Peut-être aussi espacé, hein, on a aussi remarqué ça, que chez des patients qui étaient sous ces traitements-là et qui ont fait par exemple un Covid sévère et qui n'ont pas eu le traitement pendant longtemps, parfois pendant 3-4 mois, et souvent ces patients, quand ils étaient en réponse, ils n'ont pas rechuté, en fait, ils sont restés en rémission. Donc voilà, tout ça, ça sera... il faudra bien réfléchir comment on utilise à bon escient ces médicaments. Voilà, je m'arrête là, et puis ça laisse un petit peu de temps, je crois, pour les questions, si vous en avez. Je profite du micro. Merci, Dr Carlin. Donc, est-ce qu'on a regardé l'efficacité sur les myélomes tumoraux avec des localisations extramédulaires et aussi les cytogénétiques au risque? Ça, c'est une bonne question. Alors, c'est un peu le problème des essais, parce que forcément, que ce soit pour le lymphome, le myélome, les patients dans les essais, ils sont forcément sélectionnés, hein, les patients qui arrivent vraiment avec ces maladies très tumorales. Je crois pas qu'on ait pu en mettre des comme ça dans les essais. Alors, c'est un peu une expérience maintenant de vie réelle, parce que j'ai oublié de le dire, mais on a la possibilité d'utiliser ce médicament dans le cadre d'un accès précoce depuis
Ça va faire une petite année maintenant. Et donc forcément, on commence à voir les retours de collègues qui nous disent bah voilà, on a patient. Alors c'est vrai qu'on a, moi j'ai eu quelques retours de collègues de la région qui m'ont dit bon là, j'ai mis une patiente ou un patient avec des maladies extratumorales, extramédulaires, et puis au bout d'un mois, elle flambe. Donc forcément, à mon avis, c'est pas la même chose, c'est pas la même histoire. Chez ces gens-là, c'est probablement plus difficile. Moi, c'est vrai, plus d'expérience sur des rechutes biologiques, alors, enfin, pas forcément que biologiques, aussi cliniques, avec la maladie osseuse, mais sur ces formes très tumorales, je ne peux pas dire pour l'instant non, qu'on a eu de succès comme ça très spectaculaire. Je crois que c'est quand même plus difficile. Après, sur les hauts risques, alors c'est pareil, les hauts risques, c'est une population tellement hétérogène, pas forcément évident. Moi, je suis toujours un petit peu sceptique, dubitatif sur ce qui est rapporté pour les hauts risques dans les essais, parce que parfois on a des DEL17P, mais on ne sait pas bien où ils ont mis le cut-off. On sait que les 4-14, c'est souvent hétérogène, c'est souvent des petits sous-groupes, donc difficile à dire. Je suis quand même pas sûr que dans les hauts risques, on ait complètement la partie gagnée. Il va peut-être falloir trouver autre chose, mais bon, c'est encore des choses encore un peu préliminaires. Quelle était la durée du traitement par ces anticorps-là durant les études? Donc dans les études, là chez les patients avancés, l'étude que j'ai présentée, la Majestec, ou alors dans les études, le programme Magnétiste de Pfizer, c'était jusqu'à progression. Mais ça, c'est une vraie question. Alors on peut assez rapidement espacer, et je pense qu'on a intérêt à espacer. Alors peut-être que du coup on limite un petit peu la toxicité sur le système immunitaire, mais ce qu'on voit, c'est qu'au bout de 4-6 cycles, comme ils sont très rapidement en réponse, on peut volontiers espacer toutes les 2 semaines, peut-être tous les mois. Il y a eu beaucoup d'études, notamment dans le programme de Janssen, sur beaucoup de cohortes avec différentes doses, différents espacements. Je pense qu'il faut pas trop épuiser les lymphocytes, pas trop épuiser le système immunitaire. Ça vaut le coup, quand les patients répondent bien, ouais, à mon avis, d'espacer, peut-être baisser un petit peu les doses. Ok. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Et après, l'arrêt définitif, on ne sait pas bien, mais on sait qu'on a quelques patients qui ont arrêté parce qu'il y avait des problèmes de tolérance et qui restent manifestement en rémission. Il y en a quelques-uns aussi. Ouais. Professeur Kobila. Et puis après, ça a quand même pris 3 mois pour que ça redescende. Ouais, donc c'est une progression de la maladie en attendant que le médicament soit efficace. Je n'ai pas bien d'explication, en fait. Je mets juste ça un petit peu comme anecdote, parce que c'est quand même pas le cas le plus général. Effectivement, on a eu 2-3 patients comme ça qui n'ont pas répondu tout de suite. Alors bon, est-ce qu'il y a une histoire de clairance de l'immunoglobuline monoclonale? Bon, ça j'y crois pas trop. Là, c'est vrai que ça montait un peu. On a pu peut-être observer chez ces choses-là dans les lymphomes parfois avec les inhibiteurs de checkpoint, où on a pu, est-ce qu'on a de l'effet flair? On n'a pas de réponse tout de suite. Est-ce qu'il faut un certain temps pour aller réactiver les lymphocytes? J'ai pas bien d'explication, mais en tout cas ça existe. Donc bon, alors évidemment, c'était pas le patient ou la patiente dont la maladie explose dans le premier cycle. Je pense, bon, là, attendre 3 mois, je crois que c'est raisonnable. Il faut mieux faire un petit peu de chimiothérapie conventionnelle, mais bon, parfois une petite progression biologique, ça peut arriver. Ouais. Question, professeur Myrdhan. Oui, bonjour. Alors, moi, je voudrais avoir votre avis sur le plan un petit peu la place de ces médicaments bispécifiques dans la vie réelle, en dehors des protocoles. Est-ce qu'on a des résultats de vie réelle? Deuxième question, sur le plan pharmacoéconomie. Parce que déjà, par exemple, nous, on a du mal à avoir déjà l'anticidévin, le Darzalex, on n'a même pas en remboursement ici au Maroc. Donc, quid de ces médicaments qui doivent être encore plus chers? Et donc, quand j'ai vu que c'est associé aux anti-CD38 dans les protocoles à venir, sur le plan pharmacoéconomique, comment placer un petit peu ces médicaments dans l'arsenal thérapeutique? Donc pour la première question, les expériences de vie réelle, alors oui, je crois que c'est vraiment important d'en avoir. Je n'ai pas mis toutes les
tous les retours un peu, notamment sur les infections. Il y a eu plusieurs articles là-dessus. Et en France, donc dans le cadre du groupe coopérateur, l'intergroupe francophone du myélome, il y a un vrai effort qui est fait pour essayer justement de pouvoir avoir des données de ces patients en vie réelle. Donc ça, c'est un programme qui est effectivement... alors, on n'a pas encore de données parce que c'est un peu tôt, mais ce sont des programmes qui sont proposés. Et, donc ça va être fait. Je crois que c'est effectivement vraiment important. Sur la deuxième question, effectivement, on a la chance en France de pouvoir avoir ces accès à ces médicaments, même s'il y a aussi des difficultés. Alors c'est un petit peu compliqué parce que le circuit du médicament, moi, c'est pas quelque chose que forcément j'arrive à comprendre. Alors progressivement, j'arrive à comprendre un petit peu toutes les subtilités, mais il y a de multiples commissions, c'est assez compliqué. Ouais, c'est compliqué. Alors moi, là actuellement, par exemple, on a un peu des difficultés avec l'obtention des carticelles parce qu'il y a des résultats, mais il n'y a pas d'essai de phase 3 randomisé et que les autorités de santé là demandent des données de phase 3 qu'on peut pas forcément avoir chez ces populations très avancées. Donc ça, c'était un vrai problème en France. Et c'est vrai que la communauté hématologique est un petit peu montée au créneau parce que finalement, on avait participé au développement clinique d'un médicament, aux essais, et puis derrière, on nous dit qu'on ne peut pas l'utiliser parce que, avec des évaluations de statisticiens qu'on a trouvé nous un petit peu pointilleux et un petit peu dogmatiques. Il y a cette doctrine-là. Je ne sais pas si je réponds bien en fait à votre question, parce que je pense qu'il y a évidemment peut-être des préoccupations différentes, hein, mais chez nous, il y a vraiment ce circuit de médicaments qui est compliqué en fait, et qui risque de devenir peut-être un petit peu plus. Alors on arrive à avoir des accès précoces, comme on a eu avec le teclistamab, et puis l'accès précoce, en fait, c'est pas l'AMM, c'est-à-dire que derrière, il faut encore passer, il y a encore d'autres commissions, et que l'accès précoce ne peut pas durer indéfiniment. Et derrière, évidemment, il faut avoir le remboursement. Et là, c'est pas toujours facile parce que justement, hein, avec les bispécifiques, on n'a pas non plus ces phases 3. Donc là, après, il y a des négociations qui se font pour des prolongations d'accès précoce. On rentre dans des choses là qui sont en dehors, évidemment, de mon domaine, mais qui sont de vraies préoccupations en France aussi. Parfois, ça s'est produit en fait avec un des CAR-T, on en parlait tout à l'heure, avec le Cilta-cel, où on a commencé à avoir un accès précoce, et puis on a eu une évaluation du médicament qui n'a pas été favorable pour le remboursement, et du coup cet accès précoce a été stoppé. Et ça a été compliqué parce que les malades savaient en fait qu'il y avait quelque chose, et du jour au lendemain on leur a dit non, finalement c'est plus possible. Et évidemment, ce qu'on espère, c'est que ça ne se reproduise pas non plus avec les anticorps bispécifiques, parce que forcément, les CAR-T, de toute façon, ça reste encore confidentiel, parce que comme je vous le montrerai tout à l'heure, c'est un petit nombre de centres qui est habilité pour les faire, et de toute façon, on ne peut pas en faire beaucoup d'un coup, parce qu'il y a les problèmes de production. Mais les bispécifiques, à l'inverse, ça c'est quelque chose qui peut être fait dans tout centre d'hématologie, et donc qui touche en fait en France là dans l'accès précoce beaucoup de patients. Et si on devait dire qu'un accès précoce s'arrête comme ça pour beaucoup de patients, c'est quelque chose qui passerait pas forcément très bien. Donc on a toutes ces problématiques là. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, hein, mais effectivement c'est des choses assez compliquées qui parfois nous dépassent un petit peu, mais avec lesquelles on est obligé de composer quand même. Une autre question, Dr Choufei. Docteur Carlin, dans cette population de patients, sur quels critères vous faites la distinction d'indication entre les CAR-T et les bispécifiques? Alors ça, j'en parle dans la présentation après. On peut déjà dire, il y a l'accessibilité.
C'est-à-dire qu'il est impossible de faire des quartiers. Alors on a l'accès pour les quartiers lymphome. Là, il y a eu un remboursement et donc on a l'accès commercial. Et manifestement, là, il n'y a pas de problème de production, en tout cas pour l'indication dans les lymphobes différentes cellules. Pour le myélome, ça reste, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus confidentiel. Pour l'instant, il y a une dizaine de centres qui peuvent faire ça, qui sont habilités pour les faire, avec un slot tous les mois. Donc pour l'instant, en France, il y a 10 patients par mois qui sont traités par CAR-T. Donc dans l'indication qui est celle de malades après 3 lignes thérapeutiques, je ne l'ai pas dit, qui est la même pour les BISP, chez les gens qui ont eu les anti-CD38, les inhibiteurs du protéasome, les immunomodulateurs. Donc ceux-là sont éligibles, mais évidemment, c'est 10 patients par mois, on ne peut pas le proposer à tout le monde. Donc il y a déjà ça. Et puis après, bon, ça c'est plus sur un problème organisationnel. Et puis après, sur un problème médical aussi, mais ça je le montrerai un petit peu. Pour les CAR-T, il y a toute cette période qu'on doit attendre, puisqu'il faut faire la phérèse. Après, il y a la production des cellules, il y a la réinfusion. Donc il faut qu'on puisse tenir la maladie dans ce temps imparti. Et ça, on ne peut pas le faire dans les maladies les plus agressives. Donc ça rentre aussi en ligne de compte. Est-ce qu'on a un retour de l'essai du teclistamab en première ligne? Chez les patients âgés? Oui. Non, pour l'instant, l'essai, la phase 3 n'a pas encore commencé. Il y a eu une étape de safety là, qui est en cours d'analyse. Non, ça n'a pas encore commencé. Okay. Non, ça, c'est vraiment très précoce, très préliminaire. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite à poursuivre cette discussion autour d'un café. Merci beaucoup, Dr Lionel Carlin, d'être parmi nous et nous avoir éclairé sur ce sujet. Merci.